Ma mère a souri, avant même que le médecin n'ait fini d'expliquer comment ma fille risquait de mourir. Le docteur Linacha n'a jamais dit qu'Ivy nous quitterait exactement 7 jours après ce mardi. Elle a simplement précisé que, si le cœur de ma fille de 12 ans continuait de s'affaiblir à ce rythme, et si le traitement restait inefficace, il ne nous resterait peut-être qu'une semaine. Le cœur d'Ivy ne répondait plus de manière constante au traitement qu'il avait stabilisé auparavant. Le docteur Shah a refusé de me donner une heure précise. Cette semaine n'était qu'un avertissement, basé sur l'évolution des constantes d'Ivy, et non une date de décès programmée. Je comprenais ces mots, mais je n'arrivais pas à les rendre réels. Ivy était réveillée quand nous sommes retournés dans sa chambre, bien que les médicaments alourdissent ses paupières. Elle a jeté un œil au moniteur, et m'a demandé si le son était différent parce que son état s'était aggravé. Je lui ai répondu que les machines étaient bruyantes, et j'ai bordé la couverture autour de ses épaules, même si nous savions toutes les deux que je n'avais pas répondu à sa question. 4 heures plus tard, elle a demandé de l'eau glacée. Ses lèvres étaient sèches, et le doux double bip au-dessus de son lit s'était insinué si profondément dans ma tête que le silence me paraissait dangereux. Je portais un gobelet en carton vide dans le couloir, et je me suis dirigé vers le salon des familles. Ma mère et ma jeune sœur se tenaient juste au coin, près de la salle de consultation. Judith tenait la main de Stéphanie entre les siennes. Pendant une fraction de seconde, j'ai bêtement cru qu'elle se réconfortait. Puis, ma mère a souri. Enfin, a-t-elle chuchoté, dans exactement 7 jours, son héritage de 1,8 million d'euros sera à nous. Stéphanie a serré ses doigts, et lui a rendu son sourire. Je prendrai sa chambre pour Caleb. Il pourra rester avec Rebecca quand il commencera l'université. Elle n'aura plus besoin de garder une chambre pour Ivy, une fois que la fille sera partie. La fille. C'est ainsi qu'elle l'a appelée. Pas Ivy, pas leur petite fille ni leur nièce, et certainement pas l'enfant qui respirait à travers un masque, à moins de 6 mètres de là. Le gobelet en carton s'est écrasé dans ma main. Je voulais contourner le mur, et les obliger à répéter chaque mot en me regardant dans les yeux. Je voulais que tout le monde dans ce couloir entende comment elles avaient transformé le pronostic vital d'une enfant en un calendrier financier. Puis, Stéphanie a baissé la voix, je suis sorti après la consultation, et j'ai appelé North Coast. Ils ont dit que le dernier paiement de Juniper Val est toujours programmé. Dès qu'ils recevront l'avis du décès d'Ivy, la clause de contingence prendra le relais. Judith a hoché la tête. Rebecca ne sera pas en état de discuter. Je n'ai pas besoin qu'elle discute, a répondu Stéphanie. J'ai juste besoin qu'elle ne remarque rien, jusqu'à ce que la réclamation soit déjà ouverte. Ma colère a cessé de brûler. Elle est devenue suffisamment froide pour me permettre de réfléchir avec lucidité. Elle n'attendait pas simplement une tragédie, elle préparait déjà les documents pour en tirer profit. Je suis retourné dans la chambre d'Ivy, sans l'eau. Elle a ouvert les yeux quand je me suis assise à côté d'elle, et a regardé vers la porte. Est-ce que mamie et tante Stéphanie pleuraient? Non, ai-je dit, en écartant les cheveux de son front, elles sont allées chercher du café. C'était le premier mensonge que je racontais à ma fille depuis des années. Je l'ai fait parce que son cœur portait déjà un fardeau bien trop lourd, et que je refusais d'y ajouter la cupidité de ma mère. Judith et Stéphanie sont entrées dans la chambre 10 minutes plus tard, avec des fleurs de la boutique de l'hôpital. Ma mère a appelé Ivy, ma chérie, à 3 reprises, bien qu'elle utilisât rarement ce mot quand Ivy était en bonne santé. Stéphanie lui a demandé si Caleb lui avait déjà dit à quel point il l'admirait. Ivy les a observés avec cette expression calme et prudente, qu'elle adoptait chaque fois que les adultes en faisaient trop. Avant de partir, Judith a touché la barrière du lit d'Ivy, quoi qu'il arrive, ta vie peut encore signifier quelque chose pour la famille. Je me suis levé avant qu'Ivy ne puisse demander ce qu'elle voulait dire. Elle a besoin de se reposer. Stéphanie m'a dévisagé pendant une demi-seconde de trop, mais elle a suivi notre mère dans le couloir. J'ai attendu que les portes de l'ascenseur se ferment, puis j'ai appelé Amos Bell. Il a décroché à la 2e sonnerie. Le vent soufflait dans le téléphone, suivi du bruit d'une pelle raclant le gravier. « Tout va bien à l'hôpital ?» a-t-il demandé. « Non » ai-je dit. « S'il te plaît, rends-moi un service. » Sa voix a changé, et il m'a dit de lui demander ce que je voulais. « Sauvegarde toutes les caméras extérieures de Juniper Val, ainsi que celles de ma maison. Conserve les registres du portail, garde chaque bon de livraison, chaque enveloppe de coursier, et chaque ordre de travail. Si ma mère ou Stéphanie se présentent, ne leur dis pas que j'ai appelé. » Après une pause, il a demandé, «
est-ce que je les laisse passer le portail de service? Seulement jusqu'où leurs documents les autorisent légalement. Rien ne sort. Pas une plante, pas un dossier, et pas un seul objet de la chambre d'Ivy. Qu'est-ce que je protège? J'ai regardé ma fille. Elle s'était endormie, une main recroquevillée sur la couverture, comme si elle s'accrochait à quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. La preuve qu'elle est toujours là. Ma mère et ma sœur croyaient avoir 7 jours, avant que quiconque ne puisse les arrêter. Elles se trompaient sur l'héritage, elles se trompaient sur la chambre, et par-dessus tout, elles se trompaient sur Ivy. Après avoir raccroché, j'ai contacté Priya Dessay, l'avocate spécialisée dans les fiducies qui m'avait aidé à comprendre l'amendement de Béatrice Mercé après sa mort en janvier. Je ne lui ai raconté que ce que j'avais entendu. Je ne lui ai pas dit que Stéphanie avait falsifié quoi que ce soit, car je n'en avais aucune preuve. Je n'ai pas non plus expliqué notre histoire familiale. J'ai répété les mots exacts, l'endroit précis, et le fait que Stéphanie prétendait avoir déjà contacté North Coast Fiduciary. Priya n'a pas poussé de cris de stupéfaction, ni promis de vengeance. Ne les affrontez pas. N'ouvrez, ne déplacez, et ne modifiez rien en lien avec Juniper. Laissez Amos conserver tout ce qui arrive, et laissez-moi contacter North Coast. Peuvent-elles vraiment s'emparer de l'héritage si elle meurt cette semaine? Seulement si Ivy décède avant la date de détermination inscrite dans la fiducie, a précisé Priya. Cette date n'est pas mardi prochain. C'est le 25 avril, à 17 h, heure de l'Est. J'ai regardé le calendrier de l'hôpital. Nous étions le 14 avril. C'était dans 11 jours. Oui. Si Ivy est en vie à cette heure précise, le paiement final ira dans sa sous-fiducie protégée. Peu importe si la banque termine le traitement plus tard. En revanche, si elle meurt avant cette heure-là, Judith et Stéphanie deviennent les bénéficiaires conditionnels, pour moitié chacune. Elle considère donc l'estimation du docteur Shaw comme un raccourci. C'est possible, a dit Priya, mais vouloir qu'une condition se produise, et déposer une réclamation affirmant qu'elle s'est déjà produite, sont deux choses très différentes. Laissez-moi découvrir à quoi nous avons affaire. Assise sur la chaise près d'Ivy, j'ai tapé un compte-rendu de la conversation du couloir, m'arrêtant chaque fois qu'elle bougeait. Quand j'ai terminé, Priya m'a dit qu'elle informerait le fiduciaire qu'Ivy était en vie et hospitalisé, puis qu'elle demanderait la conservation de chaque appel, message et réclamation liés à son nom. Judith m'a envoyé un texto avant minuit, ta sœur et moi essayons seulement de nous préparer. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai posé mon téléphone, face contre la table. Leur définition de la préparation incluait déjà l'argent et la chambre de ma fille. Je n'étais plus disposé à imaginer ce qu'elle pourrait inclure d'autre. Ivy s'est brièvement réveillée, et a réclamé l'eau que j'avais oubliée. J'ai rempli un nouveau gobelet, je l'ai aidé à prendre 2 petites gorgées, et je me suis excusé. Elle m'a fait un sourire fatigué. Tu reviens toujours, a-t-elle murmuré. Ces mots m'ont presque brisé, car c'était la promesse qui sous-tendait tout entre nous. J'étais revenu après chaque scanner, chaque trajet en ambulance, et chaque cauchemar où elle rêvait qu'une autre famille avait décidé de ne pas la garder. J'allais revenir maintenant, même si je devais passer à travers ma propre famille pour le faire. À 8h17, le lendemain matin, Amos m'a appelé. J'ai signé pour une enveloppe envoyée en express par North Coast, a-t-il dit. Je ne l'ai pas ouverte. À qui est-elle adressée? À la pépinière Juniper. À l'attention du service de traitement des bénéficiaires conditionnels. Un frisson m'a parcouru. Que dit le bon de livraison? Du papier a crissé à l'autre bout du fil. Quand il a répondu, sa voix avait perdu toute chaleur. Vérification de bénéficiaires décédés. Ivy Whittaker. Je me suis tourné vers le lit. Ivy respirait toujours sous la pâle lumière du matin. Pourtant, quelque part en dehors de cette chambre, quelqu'un l'avait déjà déclarée morte. Amos m'a envoyé une photographie de l'enveloppe non ouverte, pendant que j'étais assise au chevet d'Ivy. L'étiquette du coursier montrait l'adresse de Juniper, le numéro de suivi, et la mention « Vérification de bénéficiaires décédés » juste en dessous du nom de ma fille. Amos l'avait posée sur le bureau en chêne éraflé, dans l'ancien bureau de Béatrice Mercé, exactement là où elle avait l'habitude de trier ses factures de semences, un crayon glissé dans ses cheveux argentés. La vue de ce bureau m'a ramené 6 ans en arrière, au premier après-midi où nous avions amené Ivy à Juniper. Elle avait 6 ans à l'époque,
et gardait toujours son manteau à l'intérieur chaque fois que nous visitions un nouvel endroit. Peu importait que la serre soit assez chaude pour embuer les vitres, garder son manteau signifiait qu'elle pouvait partir rapidement, au cas où un adulte changerait d'avis à son sujet. Thomas et moi avions choisi d'accueillir un enfant plus âgé, car nous savions à quelle fréquence les enfants ayant dépassé l'âge des tout-petits étaient ignorés. Nous n'avons jamais dit à Ivy qu'elle avait de la chance. Nous ne lui avons jamais demandé de nous appeler maman ou papa. Nous lui avons donné une chambre, l'avons inscrite à l'école, et avons attendu que la confiance devienne quelque chose qu'elle puisse ressentir, plutôt qu'une simple promesse d'adulte. Pendant des mois, elle a gardé un petit sac de voyage sous son lit, chaque chemise soigneusement pliée à l'intérieur. Le soir, quand elle voulait scotcher un dessin au mur, elle demandait si la peinture appartenait à la maison ou à nous. Thomas lui avait répondu que le mur appartenait à la personne qui dormait à côté, mais elle n'utilisait quand même qu'un seul morceau de ruban adhésif. Béatrice remarquait ces choses-là, sans obliger Ivy à s'expliquer. Lors de cette première visite à Juniper-Val, elle n'a pas demandé si Ivy connaissait quoi que ce soit aux plantes. Elle lui a tendu une paire de gants pour enfants, et a pointé du doigt une table de pique-nique derrière la serre de bouturage. Personne n'a besoin de prouver sa place avant d'avoir déjeuné, avait-elle dit. Tu pourras aider après avoir mangé, si tu en as envie. Ivy a gardé son manteau pendant la moitié de son sandwich. Ensuite, elle l'a enlevé, et l'a plié à côté d'elle. C'était ça, Béatrice. Elle était la tante de ma mère, son aînée de 22 ans, et la personne la plus difficile à impressionner que je connaisse. Elle ne s'est pas adoucie avec Ivy. Elle l'a corrigeait quand elle tirait trop fort sur une étiquette, ou quand elle s'approchait trop près d'une nouvelle greffe. Ce qu'elle a offert à ma fille était bien mieux que de l'indulgence, elle lui parlait directement, considérant qu'une enfant de 6 ans méritait la vérité, sans pour autant la faire se sentir minuscule. Ivy adorait la pépinière, car on n'attendait de rien là-bas que ce soit immuable. Un jour, elle a regardé Amos tailler un jeune amélanchier, et a demandé pourquoi on couperait quelque chose qu'on voulait garder en vie. Pour l'aider à porter son propre poids, avait répondu Béatrice. Ivy a réfléchi à cette phrase pendant toute une semaine. En grandissant, elle se souvenait des noms des travailleurs saisonniers, et savait lequel avait une fille qui étudiait en soins infirmiers. Elle savait qu'Amos prenait son café sans sucre. Elle posait des questions sur les systèmes racinaires, pas sur les prix. Lorsque des donateurs ou des acheteurs visitaient la propriété, elle dérivait vers les bancs de rempotage, plutôt que vers les spécimens rares que Béatrice exposait pour les visiteurs. C'est en raison de ce lien profond que Béatrice a choisi Ivy comme bénéficiaire principale du paiement final de Juniper-Val. Mais pas parce qu'Ivy avait fait semblant pour l'obtenir. Elle considérait déjà Ivy comme un membre de la famille, bien avant l'existence de l'amendement. Son amendement de 2023 transférait ce paiement à Ivy, mais il ne réécrivait pas chaque ramification de la fiducie que Béatrice avait créée en 2018. L'ancienne clause de secours familial restait en place si Ivy mourait avant la date de détermination, ce qui expliquait pourquoi Judith et Stéphanie étaient les suivantes sur la liste. Priam a expliqué plus tard que Béatrice m'avait délibérément exclu de cette clause de secours, afin que personne ne puisse jamais prétendre que j'aurais profité de la perte de ma fille. Béatrice savait que ma mère et Stéphanie s'offusquaient de son choix. Elle avait confondu leur ressentiment avec quelque chose de moins dangereux qu'une menace réelle. Ma mère et Stéphanie, elles, n'ont jamais compris la différence. Elles prétendaient que Béatrice avait été sous mon influence. Un jour, Stéphanie s'était plainte qu'aucune enfant de 12 ans ne pouvait gérer 1,8 million d'euros, comme si Béatrice avait prévu de tendre un chèque et des clés de voiture à Ivy. Judith affirmait que Caleb était celui qui pouvait perpétuer le nom de la famille. Elle l'avait dit lors du dernier repas de Thanksgiving de Béatrice, alors qu'Ivy était assise assez près pour entendre chaque mot. Caleb avait baissé les yeux sur son assiette. Quelques minutes plus tard, il a demandé à Stéphanie si la compte pour l'université d'État de Brackenridge devait être versée avant la remise des diplômes. Sa mère a souri, un peu trop vite. Ton compte d'investissement est en train d'être transféré sur une nouvelle plateforme, tout est sous contrôle. Judith a immédiatement interrogé Béatrice sur la sauce au canneberge. La conversation a changé si brusquement que je l'ai remarqué, mais sans comprendre pourquoi sur le moment. J'avais simplement supposé que Stéphanie était gênée de parler d'argent devant nous. Thomas est décédé 4 ans après que nous ayons adopté Ivy, en novembre 2024. Une rupture d'anévrisme cérébral l'a emporté, avant même que l'une de nous n'ait le temps de comprendre qu'une matinée ordinaire était devenue la dernière. Ce soir-là, Ivy a remis ses vêtements dans son sac de voyage. Elle ne m'a pas dit qu'elle prévoyait de partir.
Elle a simplement glissé le sac sous son lit, et a commencé à me demander si je pouvais payer la maison toute seule, si son école était trop loin de mon travail, et si les enfants pouvaient être rendus après une adoption, lorsqu'un des parents mourait. J'ai gardé sa chambre exactement telle qu'elle était. Je l'ai gardée dans la même école, et j'ai continué nos soirées nouilles du vendredi, même quand aucune de nous ne parvenait à avaler grand-chose. La stabilité ne guérissait pas le chagrin, mais elle lui offrait un endroit sûr où se poser. Notre maison se trouvait sur une parcelle séparée, juste à côté de Juniper-Val. Assez proche pour partager l'ancien chemin de service, mais légalement distincte de la pépinière. C'était pour cela qu'Amos pouvait surveiller le portail de la pépinière, tout en pouvant atteindre notre maison en quelques minutes, en cas de problème. Béatrice faisait partie de cette stabilité. Thomas avait autrefois aidé à repenser le système d'irrigation de Juniper-Val, ainsi, après sa mort, Ivy a continué à rendre visite à Amos et Béatrice sans avoir l'impression de s'immiscer dans ma belle famille. Elle pouvait poser à Béatrice des questions difficiles, car Béatrice ne répondait jamais avec pitié. Lorsque Béatrice a vendu la majeure partie de Juniper-Val en octobre 2025, elle a choisi un groupe de conservation de plantes indigènes, plutôt que le plus offrant. La vente était payée par étapes. Le solde final de 1,8 million d'euros ne serait débloqué que le 25 avril 2026, après que l'acheteur aurait confirmé l'inspection environnementale, l'inventaire des plantes, les registres de sélection, et le stock de plants mers protégés, tel que stipulé dans l'accord. Jusque-là, ces actifs conservés devaient rester exactement où ils étaient. Les plants mers, certains équipements sélectionnés, et les registres de droits de variété appartenaient à la fiducie pendant la période de clôture. La plupart passeraient à l'acheteur par la suite. Aucun de ces éléments n'appartenait à Stéphanie. Amos avait été nommé gardien du site, parce qu'il connaissait chaque serrure de serre, chaque expédition, et chaque feuille d'inventaire. C'est pourquoi le courrier officiel de la fiducie arrivait toujours à l'adresse d'exploitation enregistrée de Juniper-Val. C'était aussi la raison pour laquelle la personne ayant signalé le décès d'Ivy avait voulu que l'enveloppe soit envoyée là-bas. Elle pensait qu'un jardinier signerait le reçu, et jetterait la lettre dans une pile de courrier. Priya m'a appelé, alors que je regardais encore la photo envoyée par Amos. Elle avait discuté avec Hélène Carvey, la responsable principale de la fiducie chez North Coast. Dites à Amos de n'absolument rien ouvrir, a-t-elle insisté. Il doit photographier l'enveloppe à l'endroit où elle a été réceptionnée, conserver le bordereau du coursier, et garder le tout en sécurité. C'est déjà fait. Bien. Hélène a confirmé que l'enveloppe a été générée suite à un appel de notification de décès, passé hier. J'ai regardé Ivy. Elle dormait, le visage pâle contre l'oreiller. Est-ce que cela signifie que quelqu'un peut s'emparer de l'argent? Non. Si Ivy est en vie à 17h le 25 avril, North Coast placera le paiement dans la sous-fiducie protégée que Béatrice a créée pour son avenir. Judith et Stéphanie ne recevront rien. Cette structure ressemblait bien à Béatrice. Elle n'avait pas offert un cadeau à Ivy, elle avait construit une clôture autour de son avenir, un avenir qu'une enfant n'aurait pas dû avoir à défendre toute seule. Priya a continué en m'expliquant que les actifs conservés par la pépinière devaient également rester intacts jusqu'à la clôture. Déplacer le stock de plants mers ou les registres pourrait compromettre la vente elle-même. L'enveloppe fait donc partie d'une réclamation, a conclu Priya. C'est une demande de vérification. North Coast exige toujours une preuve certifiée et un examen supplémentaire. Cet appel n'a rien transféré du tout. Il a simplement créé un dossier. J'ai demandé si Hélène savait qui avait appelé. Il y a eu un bref silence avant que Priya ne réponde. North Coast conserve les données des appels entrants. La notification provenait du numéro principal de la société de conseil universitaire de Stéphanie. La pièce a semblé se rétrécir autour de moi. Priya a ajouté, l'appelante a également demandé que le dossier de bénéficiaire successeur soit envoyé à Juniper-Val, plutôt qu'à votre domicile. Stéphanie n'avait pas choisi la pépinière par hasard. Elle l'avait choisi parce qu'elle croyait qu'Amos ne verrait qu'une simple enveloppe, et non une pièce à conviction. Le fait que l'appel provienne du bureau de Stéphanie aurait dû me choquer. Au lieu de cela, cette information a trouvé sa place, tout naturellement, aux côtés de tout ce que j'avais entendu dans le couloir de l'hôpital. Ma sœur n'avait pas mal compris un document juridique, ni appelé North Coast pour poser une question innocente. Quelqu'un utilisant le numéro principal de son entreprise avait déclaré ma fille, belle et bien vivante, comme étant morte. Priya m'a demandé de ne pas contacter Stéphanie.
North Coast conservait l'enregistrement de l'appel, mais Hélène Carvey ne pouvait pas diffuser la bande intégrale avant que l'équipe antifraude de la fiducie n'ait terminé son examen initial. Elle peut confirmer ce que la plante a dit, m'a expliqué Priya. Ivy a été signalée comme étant décédée hier matin. La plante a demandé le dossier de bénéficiaire successeur, et a exigé qu'il soit envoyé à Junipeval. J'ai regardé l'horloge au-dessus du lit d'Ivy. Hier matin, ma fille était assez réveillée pour se plaindre que la gélatine de l'hôpital avait le goût d'une enveloppe mouillée. Que se passe-t-il maintenant? La notification a ouvert un dossier de réclamation et mis en pause l'examen de la distribution finale. Elle n'a pas modifié le bénéficiaire. Judith et Stéphanie ne peuvent rien percevoir sans un certificat de décès certifié, une vérification d'identité et une approbation selon les termes de la fiducie. Donc, elles ont échoué. Elles ont laissé une trace, m'a doucement corrigé Priya. Et cela pourrait s'avérer bien plus important que de savoir si leur première tentative a fonctionné ou non. North Coast avait besoin d'une confirmation qu'Ivy était en vie, mais Priya a été très prudente sur la manière de la fournir. Elle n'a pas envoyé de dossiers médicaux, ni de détails sur l'état d'Ivy. Avec mon autorisation écrite, le bureau du Dr Chan a fourni une déclaration limitée, confirmant qu'Ivy Whittaker était en vie, et actuellement hospitalisée sous ma responsabilité, en tant que parent légal. En début d'après-midi, Hélène a marqué la réclamation comme étant contestée et potentiellement frauduleuse. Le montant de 1,8 million d'euros restait sécurisé. Aucun changement de bénéficiaire ne serait traité, tant que North Coast examinait l'appel, la demande de coursier, et tout document soumis au nom d'Ivy. L'argent était en sécurité pour le moment. Mais pas Ivy. Sa tension artérielle avait chuté à 2 reprises dans la matinée. Le docteur Chan a ajusté un médicament, et a ordonné un autre scanner. J'étais assise près du lit pendant qu'une infirmière vérifiait la perfusion dans le bras d'Ivy, essayant de ne pas laisser mes yeux dériver sans cesse vers le moniteur. Tu as l'air fâché, a remarqué Ivy après le départ de l'infirmière. Je suis inquiète. C'est ton visage inquiet, avec les sourcils froncés en bonus. Sa voix était faible, mais la blague était bien d'elle. Je lui ai caressé la joue et lui ai dit qu'elle était très observatrice. Je ne lui ai pas dit que sa tante l'avait déclarée morte, alors qu'elle était encore en train de se moquer de moi. Judith et Stéphanie sont arrivées peu après 15 heures. Ma mère portait un carnet bleu pâle, entouré d'un ruban. Stéphanie a apporté un sac en papier provenant de la boulangerie préférée d'Ivy, bien qu'Ivy n'ait pas été autorisée à manger d'aliments solides depuis la veille au soir. Judith a posé le carnet sur la table de nuit. Des lettres dorées sur la couverture indiquaient « Mes souhaits et souvenirs ». J'ai pensé que cela pourrait t'aider à écrire tout ce qui te semble important, a-t-elle dit. Les choses que tu veux que les gens n'oublient pas, des cadeaux spéciaux, des messages pour la famille. J'ai éloigné le carnet de la main d'Ivy. Elle n'est pas en train d'écrire un testament. Ce ne sont pas des documents légaux. Il s'agit de lui apporter la paix, a rétorqué Judith, sur un ton patient, comme si c'était moi qui rendais l'atmosphère de la pièce inconfortable. Stéphanie a ouvert le sac de la boulangerie, laissant l'odeur de cannelle envahir une pièce où Ivy ne pouvait pas manger. Caleb chérirait tout ce qu'elle voudrait lui laisser. Il a toujours tenu à elle. Ivy a jeté un œil au sac, puis à sa tante. Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de parler de Caleb? Le sourire de Stéphanie s'est crispé. Parce que la famille pense aux personnes qui continuent après nous. Qui continue quoi? Les opportunités que nous n'avons pas la chance de saisir, a répondu Judith. Je me suis levé, et j'ai pris le carnet. Cette visite est terminée. Ma mère a pris un air offensé. Nous sommes venus la réconforter. Vous avez apporté un livre pour ses dernières volontés, moins de 24 heures après que son médecin m'ait donné une estimation. Vous ne lui poserez aucune question sur l'argent, sur ses affaires, sur sa chambre, sur Caleb, ou sur ce qui se passera si elle meurt. Stéphanie a croisé les bras. Tu transformes un geste de gentillesse en quelque chose de hideux. J'ai ouvert la porte, et je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle sorte. Judith s'est arrêtée à ma hauteur, baissant la voix pour qu'Ivy ne l'entende pas, tu ne peux pas la protéger de la réalité. Non. Mais je peux la protéger des personnes qui essaient d'en tirer profit. Le visage de ma mère s'est durci. Elle a suivi Stéphanie dans le couloir, sans même dire au revoir à Ivy. Après que la porte se soit refermée, j'ai jeté le sac de la boulangerie à la poubelle, et j'ai rangé le carnet dans une armoire. Ivy m'a observé, jusqu'à ce que je revienne m'asseoir sur la chaise près d'elle.
Tante Stéphanie ne vient en visite que lorsqu'elle veut parler de Caleb, a-t-elle fait remarquer. Est-ce qu'il a des ennuis? Je ne pouvais pas lui parler de la fausse déclaration de décès, mais je refusais de mentir à nouveau. Il y a des adultes qui essaient de prendre des décisions concernant l'argent qui appartient à ton avenir. Tu n'as pas à résoudre ça. Tu n'as rien à promettre à personne, pendant que tu es malade. Ivy a trituré le bord de sa couverture. Si je meurs vraiment, je ne veux pas que Caleb soit puni parce que sa mère a un comportement bizarre avec l'argent. La douceur de ses paroles a fait plus mal que la colère ne l'aurait fait. Même maintenant, elle essayait de rendre sa propre disparition utile. J'ai pris sa main, en évitant soigneusement le capteur sur son doigt. Si ce jour arrive, nous déciderons avec amour. Mais tu es vivante. Personne n'a le droit de diviser ton avenir, alors que tu te bats encore pour lui. Et si je veux l'aider? Alors, ce sera ton choix. Un choix fait quand personne ne se tient à côté de ton lit d'hôpital, en attendant une réponse. Elle a hoché la tête, mais ses yeux sont restés fixés sur nos mains jointes. Je ne veux pas que les gens pensent que j'étais égoïste. Tu as 12 ans, et tu te bats pour rester en vie. Garder ton propre avenir n'est pas de l'égoïsme. Une infirmière est entrée pour vérifier l'attention d'Ivy. Pendant qu'elle travaillait, j'ai demandé à parler à l'infirmière en chef en privé. J'ai expliqué que Judith et Stéphanie avaient fait pression sur Ivy, pour discuter d'argent et de dernière volonté, alors qu'elle était gravement malade. L'hôpital n'avait pas besoin de connaître les détails de la fiducie, il avait simplement besoin de savoir que 2 visiteurs exerçaient une pression financière sur une patiente mineure. Judith et Stéphanie ont été retirées de la liste des visiteurs sans restriction. Elles ne pouvaient plus entrer dans la chambre d'Ivy sans ma présence, et sans l'approbation du poste de soins. À mon retour, Ivy s'était endormie. Je me suis assise à côté d'elle, et je me suis demandé combien de fois j'avais confondu l'accès avec l'amour. J'avais laissé ma mère et ma sœur entrer dans nos vies, parce que je croyais que même des parents imparfaits donnaient des racines à Ivy. Au lieu de cela, je l'avais obligée à rester silencieuse, pendant qu'elles évaluaient si elle méritait le même terrain que Caleb. Mon téléphone a vibré vers le coucher du soleil. Amos avait envoyé 2 bons de commande scannés, accompagnés des échanges de mes correspondants. 2 semaines plus tôt, après que j'ai informé la famille que le traitement actuel d'Ivy perdait en efficacité, Stéphanie avait contacté une entreprise spécialisée dans le transport de végétaux de pépinières matures. Personne, à ce moment-là, n'avait parlé en termes de jours. Elle n'avait demandé qu'une estimation, et leur première date disponible. Cela prouvait une préparation, mais pas encore un plan achevé. La commande confirmée, elle, était bien différente. Le 14 avril, à 17h42 au moins d'une heure après que le docteur Shaw ait expliqué le pronostic des 7 jours, Stéphanie avait réservé une équipe pour la matinée du 21 avril. La description indiquait « Vérifier l'inventaire conservé de la pépinière, après transition de bénéficiaire ». Le deuxième ordre de travail provenait d'une entreprise de déménagement résidentiel. Stéphanie avait demandé un devis 2 semaines plus tôt, pour vider une chambre et stocker les biens emballés. Le 14 avril, à 17h49, elle a confirmé cette même date. Sous la description du travail, elle avait écrit « Vider la chambre d'Ivy pour Caleb Rowe, avant le trimestre d'été près de l'université de Brackenridge State ». Caleb avait 17 ans. Il n'avait jamais demandé à vivre dans ma maison, et il ignorait que sa mère lui avait attribué la chambre de ma fille. J'ai regardé à nouveau les horodatages. Le plan n'avait pas commencé quand Judith avait souri dans le couloir, c'était seulement la première fois que j'en étais témoin. Elle n'attendait qu'une bonne raison pour appuyer sur « Envoyer ». Les commandes confirmées sont restées ouvertes sur l'écran de mon téléphone, tandis que la tension artérielle d'Ivy chutait pour la 2e fois cette nuit-là. Stéphanie avait réservé les 2 équipes moins d'1 heure après avoir appris qu'il ne restait peut-être que 7 jours à ma fille. Elle n'avait pas attendu un 2e avis médical, un changement de traitement, ou même la tombée de la nuit, avant d'attribuer la chambre d'Ivy et la propriété de Béatrice à d'autres personnes. Je voulais l'appeler, et l'obliger à s'expliquer sur chaque ligne. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone, face vers le bas. Lorsque les infirmières sont entrées, l'une d'elles a ajusté le médicament soutenant le cœur d'Ivy, tandis qu'une autre vérifiait la voie veineuse dans son cou. Le moniteur est passé de son double bip familier, à un avertissement plus aigu, qui m'a noué l'estomac. Le docteur Shaw est arrivé peu après minuit. Elle a étudié le dernier scanner et les résultats sanguins, avant de tirer une chaise près de la mienne. Les médicaments soutiennent toujours sa circulation, a-t-elle expliqué, mais ils ne freinent pas le processus qui attaque son cœur.
Sa fonction cardiaque a encore décliné. Qu'est-ce que cela signifie, pour cette nuit? Cela signifie que nous allons la surveiller minute par minute. Et cela signifie aussi que je veux discuter d'une option qui n'était pas disponible lorsque nous nous sommes parlé hier. Un spécialiste en immunologie nous a rejoint tôt le lendemain matin. Ils n'ont pas présenté ce traitement comme un sauvetage providentiel, commodément caché derrière une porte. Le médicament était une thérapie immunomodulatrice, avec des données limitées pour les adultes, et seulement un petit nombre d'utilisations pédiatriques, impliquant d'autres conditions sous-jacentes. Ivy présentait un schéma de biomarqueurs qui laissait penser aux médecins que ce traitement pourrait interrompre l'inflammation endommageant son cœur. Mais personne ne pouvait prédire comment son corps réagirait. Le docteur Chan a expliqué que le fabricant avait donné son accord de principe pour débloquer une dose, depuis un centre de traitement régional. L'hôpital devait encore demander une autorisation d'urgence pour patients uniques auprès de la FDA, remplir le consentement éclairé, informer le comité d'éthique de la recherche, IRB, et organiser le transport. Même si toutes les approbations étaient accordées, le médicament n'atteindrait pas Ivy avant 24 à 36 heures. Que se passe-t-il si nous ne faisons rien, ai-je demandé. Le docteur Chan n'a pas adouci sa réponse. Nous poursuivons le soutien actuel, mais au vu de l'évolution de ces constantes, je ne m'attends pas à ce que cela inverse le déclin. Et si le nouveau médicament aggrave les choses? Elle pourrait faire une réaction sévère à la perfusion. Cela pourrait augmenter son risque d'infection, ou endommager son foie. Nous la surveillerions de près, mais je ne peux pas promettre que nous serions capables d'inverser toutes les complications. Essayez-vous de la guérir, ou de gagner du temps? À ce stade, notre premier objectif est de stopper l'attaque immunitaire assez longtemps pour que son cœur récupère une partie de ses fonctions. Cela pourrait nous faire gagner du temps. Quant à savoir si cela aboutira à une guérison, nous l'ignorons. J'avais passé la veille à découvrir à quelle vitesse ma famille pouvait transformer l'incertitude en appropriation. Je refusais de faire la même chose en sens inverse. Je n'allais pas qualifier une simple possibilité de « miracle », juste parce que j'en avais désespérément besoin. J'ai demandé au docteur Shaw d'expliquer le traitement à Ivy, avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Ma fille avait 12 ans, elle était effrayée et épuisée, mais ce choix concernait ce que son corps allait devoir endurer. Je voulais que sa voix soit entendue, sans pour autant la rendre responsable de mon propre réconfort. Quand Ivy s'est réveillée, le docteur Shaw lui a dit que le médicament pourrait ralentir la partie de son système immunitaire qui attaquait son cœur. Elle lui a aussi expliqué que cela pourrait la faire se sentir plus mal, avant même que quiconque ne sache si cela aidait vraiment. Plus mal, comme avoir envie de vomir, a demandé Ivy. C'est possible. Tu pourrais avoir de la fièvre, des frissons, des douleurs, ou des difficultés à respirer pendant la perfusion. Est-ce que je pourrais en mourir? Le docteur Shaw a fait une pause avant de répondre. Il y a un risque sérieux. Mais il y a aussi un risque sérieux si nous continuons exactement comme nous le faisons actuellement. Ivy m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux que tu sois là, ai-je dit, mais le fait de te vouloir ici ne me donne pas le droit de prétendre que ce sera facile. Et si j'essaie, et que ça ne marche pas? Alors, ça ne voudra pas dire que tu as échoué. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a cligné des paupières avant qu'elle ne tombe. Serais-tu déçu, si je rendais tout encore plus difficile pour rien? Cette question a tranché à travers tous les appels juridiques et les bons de commande en attente sur mon téléphone. Ivy pensait toujours comme la petite fille de 6 ans, qui laissait ses vêtements dans un sac, car elle croyait que l'affection devait produire un retour sur investissement. Je me suis penché plus près d'elle. T'aimer n'est pas un contrat. Tu ne me dois aucun résultat, pour que je reste à tes côtés. Elle a tourné son visage vers la fenêtre. La pluie traçait de fines lignes sur la vitre, et pendant un moment, les seuls sons furent ceux du moniteur et le doux souffle de l'oxygène. Béatrice a gardé ce petit arbre après que tout le monde ait dit qu'il était mort, a murmuré Ivy. Je m'en souvenais. Un érable japonais, derrière la serre de bouturage. Un printemps, ses branches étaient restées dénudées bien après que les autres aient bourgeonné. Un acheteur avait dit à Béatrice de l'enlever avant une visite, car il donnait à la pépinière un air négligé. Béatrice avait gratté une minuscule section d'écorce près de la base, et y avait trouvé des tissus verts en dessous. Elle avait expliqué à Ivy que l'espoir ne consistait pas à faire semblant qu'un arbre malade était en bonne santé, cela consistait à vérifier si les racines étaient encore vivantes, avant de décider qu'il ne restait plus rien à sauver. Ivy a reporté son regard sur le docteur Shaw. S'il y a encore une racine, je veux qu'on vérifie.
Sa voix tremblait. Elle n'était pas intrépide, et elle n'avait pas besoin de l'être. Elle a choisi le traitement, même en ayant peur. La journée suivante s'est écoulée par fragments, mesurés au rythme des approbations. Le fabricant a confirmé le déblocage du médicament. Le médecin de la FDA a autorisé l'utilisation d'urgence, via le canal accéléré de l'hôpital. Le docteur Chan a passé en revue le formulaire de consentement avec moi, ligne par ligne, et l'hôpital a documenté la notification requise auprès de son comité d'éthique. Un coursier médical a apporté la dose depuis le centre régional, tard dans la soirée du 17 avril. Pendant que nous attendions, Priya a appelé pour me donner des nouvelles de North Coast. Judith et Stéphanie avaient soumis une demande formelle de prestation de décès en tant que bénéficiaires conditionnels, à la suite de leur appel téléphonique initial. Elles l'ont toutes les deux signé, a précisé Priya. Quelle signature ont-elles utilisée pour moi? Elles n'ont pas utilisé la vôtre. Elles ont signé en leur propre nom. Le document déclare qu'elles ont été informées de sources sur Kivy Whittaker était décédé. Et qu'elles étaient en droit d'ouvrir le processus de bénéficiaire conditionnel. Elles ont rempli les formulaires via un notaire en ligne basé en Pennsylvanie. La plateforme a conservé leur vérification d'identité, adresse IP, horodatage, ainsi que la vidéo de la session notariale. Elles ont juré qu'elle était morte, ai-je demandé. Sous peine de parjure, a confirmé Priya. Elles ont elles-mêmes créé ces preuves. J'ai regardé Ivy à travers la porte vitrée, pendant que l'équipe de la pharmacie préparait la perfusion. Ma mère et ma sœur avaient cru qu'éviter d'utiliser ma signature les protégeait. Au lieu de cela, elles avaient apposé leur propre nom, visage, appareil et voix, à une déclaration qu'elles savaient pertinemment être fausse. J'ai dit à Priya de tout conserver, et j'ai raccroché avant qu'Ivy ne voie la colère sur mon visage. La perfusion a commencé peu après 18 heures. Dès la première heure, Ivy a développé de la fièvre. Ses dents claquaient sous des couvertures chauffantes, et des plaques rouges et irritées sont apparues le long de son cou. Les infirmières ont ralenti l'administration du médicament, pendant que le docteur Shaw traitait la réaction et surveillait sa respiration. J'ai tenu la main d'Ivy pendant qu'elle murmurait qu'elle détestait ce médicament. Je sais, ai-je répondu. Tu as parfaitement le droit de le détester. Rien ne s'est amélioré cette nuit-là. Ses indicateurs cardiaques n'ont pas augmenté, la fièvre a persisté, et le nouveau médicament ressemblait moins à un espoir, qu'à une chose de plus qui la faisait souffrir. Près de l'aube, Amos a appelé. Je me suis avancé juste assez loin derrière la paroi vitrée, à l'extérieur de la chambre d'Ivy, là où je pouvais encore voir son lit. Un homme nommé Graham Pike a demandé à un évaluateur de me contacter, a déclaré Amos. Ils veulent accéder à Juniper Val pour inspecter l'équipement, le stock de plans mers, et l'inventaire conservé. Graham est-il lié à North Coast, ou à l'acheteur? Pas selon les dossiers que j'ai ici. L'évaluateur a précisé que Graham est un prêteur privé. Stéphanie lui a affirmé qu'elle est sur le point de prendre le contrôle des actifs. J'ai fixé Ivy à travers la vitre. Ma sœur n'avait pas seulement fait des projets basés sur la mort de ma fille, elle avait déjà offert à quelqu'un un avenir qui ne lui avait jamais appartenu. L'appel de l'évaluateur a donné à Amos une raison supplémentaire de traiter chaque objet de Juniper Val comme une pièce à conviction, plutôt que comme un bien en attente d'être déménagé. Il a photographié l'enveloppe envoyée en express, exactement là où le coursier la lui avait remise, a noté le numéro de suivi et l'heure de livraison, puis l'a placée dans l'armoire d'inventaire verrouillée du bureau de Béatrice. Le registre d'accès indiquait son nom, l'heure, et la raison pour laquelle l'armoire avait été ouverte. Juniper Val était toujours l'adresse administrative enregistrée de la fiducie, car la vente n'avait pas encore été conclue. North Coast n'avait pas envoyé l'enveloppe là-bas parce que la plante était libre de choisir sa cachette, cette adresse faisait déjà partie du dossier de clôturé, à seulement 10 jours de l'échéance, le fiduciaire avait utilisé la livraison express. Amos était autorisé à accepter le courrier opérationnel pour la propriété. Il n'était pas autorisé à ouvrir des documents concernant un bénéficiaire, et il a suivi cette ligne de conduite à la lettre. Priya a organisé un appel vidéo avec Amos, et Hélène Carvey de North Coast. J'ai rejoint la conversation depuis le petit salon des familles situé à côté de l'unité d'Ivy, en gardant la porte vitrée ouverte pour pouvoir voir quiconque entrerait dans sa chambre. Amos a positionné son téléphone au-dessus du bureau. Hélène a vérifié le numéro de suivi, l'état de l'enveloppe et le sceau, avant de lui ordonner de l'ouvrir devant la caméra. À l'intérieur se trouvait une demande formelle de preuve de décès supplémentaire, des documents d'identité pour les bénéficiaires conditionnels, et des instructions pour compléter l'examen de succession.
La lettre d'accompagnement précisait que North Coast avait ouvert la réclamation après avoir reçu la notification du décès d'Ivy Whittaker. Voir ces mots imprimés sur le papier à en tête de la fiducie m'a affecté différemment que de les entendre au téléphone. Un inconnu, à l'intérieur d'une institution financière, avait tapé le nom de ma fille à côté du mot « décédé », simplement parce que ma mère et ma sœur l'y avaient délibérément placé. Ce dossier n'avait pas transféré l'héritage. Il n'avait pas fait de Judith ou Stéphanie les propriétaires de Juniper-Val. Ce n'était qu'une demande de vérification, mais cela prouvait que leur conversation à l'hôpital s'était d'ores et déjà transformée en une réclamation officielle. Hélène a demandé à Amos de tenir chaque page sous la caméra, pendant qu'elle confirmait le nombre de documents. L'étiquette de réponse indiquait que le dossier complété devait être renvoyé au centre de traitement sécurisé de North Coast. Une annotation précisait que la plante initiale avait spécifiquement exigé la livraison à Juniper-Val, car la famille gérait les affaires finales depuis la propriété. Elles vous ont dit qu'elles étaient à la pépinière, ai-je demandé. Hélène a secoué la tête. Elles ont présenté Juniper-Val comme l'adresse administrative familiale appropriée. De toute façon, notre système exigeait une preuve certifiée avant toute détermination. Priya a demandé à Amos de remettre les pages dans l'enveloppe, et de tout sécuriser dans la même armoire. North Coast enverrait un coursier assermenté pour la récupérer, dans le cadre de l'enquête pour fraude. Moins d'une heure plus tard, Stéphanie l'a appelé. Amos n'a pas enregistré la conversation, mais il en a rédigé un compte-rendu immédiat dès qu'elle s'est terminée, en notant l'heure, la durée, et les phrases exactes dont il se souvenait. Il l'a lu à Priya avant d'en envoyer une copie signée. Stéphanie a commencé par lui dire qu'une lettre familiale privée avait été livrée à Juniper-Val par erreur. Elle a demandé à Amos de la placer dans le tiroir de l'ancien bureau de Judith, jusqu'à ce que quelqu'un vienne la récupérer. Amos a demandé le nom de l'expéditeur et le numéro de suivi. Stéphanie lui a donné le nom de North Coast, ainsi que les 6 derniers chiffres de l'étiquette du coursier. Le système automatisé de North Coast avait envoyé ce numéro de suivi par email, à l'adresse utilisée lors de l'ouverture de la réclamation. Sa connaissance de ce numéro la liait directement à la demande, et prouvait qu'elle attendait cette enveloppe. Amos lui a répondu que le document avait déjà été transféré sous la garde de l'administrateur de la fiducie. Ce n'était pas encore le cas matériellement, mais Hélène avait pris le contrôle des documents, et lui avait donné des instructions sur la manière de les préserver. La voix de Stéphanie a changé. Elle lui a dit qu'il avait travaillé pour la famille Mercé depuis trop longtemps pour oublier qui le payait. Elle a ajouté que Juniper-Val retournerait bientôt sous le contrôle de la famille, et que les employés qui se montraient difficiles pendant une période de transition conservaient rarement leur poste par la suite. Amos a rétorqué que c'était la fiducie de Béatrice, et non Stéphanie, qu'il employait actuellement en tant que gardien du site. Tu ferais bien de réfléchir de quel côté du portail tu veux te tenir la semaine prochaine, a lâché Stéphanie, avant de raccrocher. Quand Amos a lu cette phrase à haute voix, je l'ai imaginé, debout près du vieux portail de service, en train d'écouter quelqu'un qui n'avait jamais appris la différence entre hériter d'un nom et mériter une autorité. Priya lui a demandé de passer en revue la liste des actifs conservés, avant de répondre à l'évaluateur de Graham Pike. Amos en connaissait déjà la majeure partie de mémoire, mais les catégories exactes étaient d'une importance cruciale. Le stock protégé de plans mères, les registres de sélection, l'équipement sélectionné, les dossiers de variétés sous licence, et les fournitures inventoriées spécifiques restaient la propriété de la fiducie jusqu'à la clôture. La plupart seraient transférés à l'acheteur du groupe de conservation le 25 avril. Le reste serait vendu ou distribué selon l'accord. Aucun de ces articles ne constituait l'héritage personnel de Stéphanie. Même si la clause de contingence était déclenchée, elle recevrait une part du paiement final, et non la propriété des actifs d'exploitation de la pépinière. L'inventaire que Stéphanie avait envoyé à l'évaluateur de Graham décrivait ces mêmes actifs comme des biens qu'elle contrôlerait bientôt. Cela incluait l'équipement de la serre, les spécimens matures, et les registres de sélection. Des biens qu'elle n'avait aucun droit, ni présent ni futur, de mettre en gage. Elle n'a pas fait qu'exagérer la valeur de son héritage, a souligné Priya. Elle a décrit les biens de la fiducie comme s'ils lui appartenaient. J'ai demandé si Graham pouvait saisir quoi que ce soit, s'il s'était basé sur cette description. Non. Stéphanie ne peut pas céder à un prêteur des droits qu'elle ne possède pas. Graham peut éventuellement engager des poursuites contre elle s'il a été trompé, mais il n'a aucun privilège sur Juniper-Val. Amos a refusé l'accès à l'évaluateur, et a envoyé à Graham un avis écrit désignant North Coast comme contact légal. Il n'a accusé personne de fraude,
il a simplement déclaré qu'aucune inspection n'avait été autorisée, et qu'aucun créancier ne détenait de droit sur la propriété. La pépinière était protégée. Mais ma maison n'était pas encore aussi sécurisée que je le pensais. Cet après-midi-là, Amos a examiné les images des caméras extérieures de la veille. Judith avait utilisé la clé de rechange que je lui avais donnée des années auparavant pour les urgences, et était entrée chez moi pendant que j'étais à l'hôpital. La caméra avant la montrait arrivant seule. 20 minutes plus tard, elle ressortait en tenant un mètre ruban, et photographiait avec son téléphone la largeur de la porte d'entrée, le tournant du couloir, et l'escalier. Il n'y avait aucune caméra à l'intérieur de la chambre d'Ivy. Amos n'en avait jamais installé, et je n'aurais jamais souhaité qu'il le fasse. Les images extérieures montraient seulement Judith, transportant plusieurs cartons pliés depuis sa voiture jusque dans la maison, puis retournant prendre des photos avec son téléphone. Une livraison avait également été déposée dans le garage. Le carton contenait une partie d'un nouveau bureau commandé par Stéphanie. L'étiquette d'expédition en papier, collée à l'extérieur, indiquait « Chambre de Caleb ». J'ai appelé le serrurier qui s'était occupé de la maison après la mort de Thomas. Le soir même, j'avais désactivé le code d'accès électronique de Judith. Le serrurier a programmé le remplacement du cylindre de la porte latérale pour le lendemain après-midi, et Priya a envoyé à Judith et Stéphanie un avis écrit leur signifiant qu'elles n'avaient plus l'autorisation d'entrer chez moi, ni de retirer quelque bien que ce soit. Je n'ai pas confronté ma mère à propos des images vidéo. Je voulais qu'elle sache que sa permission était révoquée, mais je ne voulais pas qu'elle sache à quel point Amos avait accumulé des preuves. Pendant que d'autres s'affairaient à sécuriser les endroits où Ivy pourrait un jour retourner, le médicament, lui, ne montrait toujours aucune différence visible. 2 jours après la perfusion, sa fièvre avait baissé, mais sa fonction cardiaque ne s'était pas améliorée. Les médecins ajustaient l'assistance, répétaient les examens, et m'avertissaient que l'absence de changement immédiat ne prouvait pas l'échec. Cela ne nous offrait aucune certitude pour autant. Ivy a dormi la plus grande partie de l'après-midi. À son réveil, elle m'a demandé si j'étais rentré à la maison, ne serait-ce qu'un instant. Non. C'est Amos qui s'occupe de tout. Ses doigts ont bougé faiblement contre la couverture. Est-ce que ma chambre est toujours là? Sa question était si murmurée que j'y ai presque répondu trop vite. Ta chambre est exactement comme tu l'as laissée. Et si je reste ici longtemps? Elle sera toujours à toi. Elle a scruté mon visage, comme si les promesses avaient un poids, et qu'elle essayait de deviner si la mienne pourrait le supporter. Je me suis souvenu d'un dîner, 2 ans plus tôt, où Judith avait déclaré que Caleb avait besoin d'intimité parce qu'il était de la famille, tandis qu'Ivy devrait simplement être reconnaissante pour l'espace qu'on lui accordait. Ivy s'était tue. Plus tard, je lui avais expliqué que sa grand-mère utilisait des mots démodés, et qu'elle ne pensait pas toujours ce qu'elle disait. Ce souvenir m'est resté en tête, inachevé et repoussant. Aujourd'hui, Ivy n'avait pas seulement peur de mourir, elle avait peur que le monde ne commence à la remplacer avant même qu'elle ne soit partie. J'ai pris sa main, et je lui ai assuré que personne n'emballerait ses affaires, n'attribuerait son lit à quelqu'un d'autre, ou ne déciderait que sa place dans notre foyer avait expiré. Cette fois, ma promesse était soutenue par des serrures changées, des avis écrits, des vidéos sauvegardées, et un homme à Juniper-Val qui avait compris que monter la garde pouvait être un pur acte de loyauté. Vers minuit, Priya a appelé avec les premiers résultats de l'enquête concernant Graham Pike. Stéphanie avait signé un mémorandum de prêt 6 semaines plus tôt. Le prêt n'était pas garanti par Juniper-Val, mais elle avait promis un remboursement à partir d'un actif décrit, dans ses propres documents, comme des revenus d'héritage acquis provenant de Juniper-Val. Son droit n'était pas acquis. Il n'existait que si Ivy décédait avant le 25 avril. La fausse déclaration de décès n'était pas l'idée désespérée d'une minute, née dans le couloir d'un hôpital. C'était l'étape dont Stéphanie avait besoin pour que la promesse faite à son prêteur devienne réalité. Graham Pike a envoyé le dossier de prêt à Priya le lendemain matin. Hélène Carvey l'avait déjà informé que Stéphanie ne détenait aucun droit actuel sur Juniper-Val, son équipement, ou le paiement final. L'évaluateur de Graham avait failli pénétrer sur une propriété appartenant à une fiducie, en se basant sur des informations fournies par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire. Remettre ces documents était le moyen le plus rapide pour lui de démontrer qu'il s'était fié aux déclarations de Stéphanie, plutôt que d'avoir participé sciemment à une fraude. Priya m'a appelé de son bureau pendant qu'Ivy dormait. Le dossier de prêt de Graham confirme que Stéphanie a promis un remboursement de 900 000 €, qu'elle a décrit comme des revenus d'héritage acquis. Soit la moitié du paiement final. Oui.
Sauf que son intérêt n'est pas acquis. Il n'existe que si Ivy meurt avant le 25 avril. Stéphanie a emprunté de l'argent sur le dos d'un décès qui n'avait pas eu lieu. Priya a poursuivi avec précaution. Il y a autre chose dans l'état financier qu'elle a remis à Graham. Elle a répertorié un compte de courtage de garde appartenant à Caleb, comme faisant partie des liquidités disponibles de la famille. Je me suis tourné vers le lit d'Ivy. Cela signifie-t-il qu'elle a aussi emprunté sur son argent à lui? Je ne le sais pas encore. Le compte est identifié comme un compte de garde UTMA. Si c'est exact, l'argent appartient à Caleb, même si Stéphanie agit en tant que gardienne jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de transfert. Elle ne peut l'utiliser que pour le bénéfice de son fils. Caleb avait 17 ans. Dans moins d'un an, il serait en âge de voir tous les chiffres que sa mère lui avait cachés. Priya ne pouvait pas simplement exiger les relevés financiers d'un mineur sous prétexte que sa tante était impliquée dans un litige successoral. Elle a donc contacté Mark, le père de Caleb. Elle s'est contentée de lui indiquer que Stéphanie avait mentionné un compte appartenant à Caleb dans une demande de prêt, et qu'il devrait consulter son propre avocat avant de laisser quiconque le traiter comme une simple garantie familiale. Mark m'a appelé moins de 2 heures plus tard. Sa voix était, dans un premier temps, extrêmement contrôlée. Est-ce que Stéphanie a utilisé le nom de Caleb dans quelque chose en rapport avec Ivy? Elle a utilisé son héritage espéré comme source de remboursement, ai-je répondu. Priya m'a dit que le compte de garde de Caleb y figurait également. Elle affirmait que ce compte était intact. Je ne savais pas quelle réponse il attendait de moi. Je n'ai jamais vu ce compte. Mark a pris une profonde inspiration, qui a semblé douloureuse. Moi non plus. Pas depuis près de 2 ans. Il pensait que les relevés étaient envoyés par voie électronique à Stéphanie, puisqu'elle en était la gardienne légale. Elle lui avait assuré avoir transféré le compte vers une plateforme avec des frais moindres, et que l'argent pour l'université fructifiait. Chaque fois que Caleb posait des questions sur les frais de scolarité ou les acomptes, elle lui répondait que tout était sous contrôle. À la suite de l'appel de Priya, Mark a contacté la société de courtage, et a entamé le processus de vérification en tant que père de Caleb. La société a confirmé l'existence du compte dans l'après-midi, mais a refusé de lui en communiquer l'historique de manière informelle. Il a engagé un avocat, qui a signifié une mise en demeure formelle exigeant la reddition de compte. 48 heures plus tard, les premiers relevés de transactions sont arrivés. Le compte UTMA avait abrité, à une époque, plus de 110 000 euros. Au cours des 2 années précédentes, Stéphanie avait retiré d'importantes sommes, et les avait transférées vers son entreprise de conseil universitaire. D'autres retraits avaient servi à payer une carte de crédit personnel, des arriérés d'impôts fonciers, et le prêt d'un véhicule que Caleb n'avait jamais conduit. Certaines dépenses pour un enfant peuvent légalement être payées depuis un compte de garde, à condition qu'elles bénéficient réellement à cet enfant. La masse salariale des employés de Stéphanie n'entrait pas dans cette catégorie. Pas plus que sa carte de crédit, ou le coût d'entretien de l'image qu'elle vendait aux autres parents. Elle a dépensé son avenir, a résumé Mark. Ces mots étaient presque identiques à ceux que Judith avait prononcés à propos d'Ivy. Sauf que Mark, lui, semblait avoir enfin compris ce qu'ils signifiaient vraiment. Une série de transferts a particulièrement attiré l'attention de son avocat, plus de 20 000 euros avaient d'abord été virés sur le compte de Judith, sous le libellé « Pont familial ». Dans les jours qui ont suivi, la majeure partie de cette somme est allée à l'entreprise de Stéphanie. Ma mère n'avait pas seulement découvert la crise de Stéphanie dans le couloir de l'hôpital, elle l'avait déjà aidé à la dissimuler. Mark n'a dit à Caleb que ce que son avocat estimait nécessaire, Stéphanie avait utilisé de l'argent qui lui appartenait, mentionné son compte dans une demande de prêt privé, et était impliqué dans une tentative de réclamation de l'héritage d'Ivy. Je n'étais pas présente quand il lui a annoncé tout cela. Mark m'a appelé ensuite, parce que Caleb voulait une réponse à une question, et que Mark ne savait pas comment y répondre lui-même. Avait-elle besoin qu'Ivy meure, avant de pouvoir m'avouer ce qu'elle avait fait? J'ai fermé les yeux. Non, ai-je répondu. Elle aurait pu lui dire la vérité n'importe quand. Mais je savais que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Je savais que Caleb demandait, en réalité, si sa mère avait eu besoin de la mort d'une autre enfant, pour remplacer l'avenir qu'elle lui avait dérobé. La voix de Mark s'est brisée pour la première fois. Il croyait qu'elle l'aidait à postuler pour des bourses, parce qu'elle voulait qu'il soit indépendant. Maintenant, il sait qu'elle avait juste peur que quelqu'un demande à voir son compte. Caleb n'a pas proposé de m'aider à punir sa mère. Il n'a pas réclamé l'argent d'Ivy. Par l'intermédiaire de son avocat,
et en présence de Marc, il a signé une courte déclaration. Il y affirmait qu'il n'avait jamais autorisé Stéphanie à utiliser son nom ou son compte pour une quelconque demande de prêt, qu'il ignorait tout de la fausse déclaration de décès, et qu'il ne consentait pas à recevoir des biens destinés à Ivy. J'ai demandé à Priya de ne pas confronter Caleb à Judith ou Stéphanie, à moins que la procédure judiciaire ne l'exige. Il était un autre enfant dont l'avenir avait été traité comme un vulgaire outil, par les adultes censés le protéger. Je n'allais pas faire de lui mon témoin, simplement parce que sa mère avait fait de lui son excuse. Ce soir-là, les indicateurs d'Ivy ont cessé de baisser. Le docteur Chan m'a montré la courbe, sans pour autant sourire. Sa fonction cardiaque ne s'était pas rétablie, mais elle ne s'était pas détériorée non plus, au cours des 12 dernières heures. Un médicament soutenant sa tension artérielle avait été légèrement diminué. Est-ce que le traitement fonctionne, ai-je demandé. Il modifie peut-être le processus inflammatoire, a-t-elle prudemment répondu. La stabilité est encourageante, mais ce n'est pas une guérison. Nous avons besoin de plus de temps. Je me suis accroché à cette nuance. Ivy était toujours dans un état critique. Elle avait toujours besoin d'oxygène, d'une surveillance continue, et de médicaments vitaux. Je n'ai pas appelé Judith ou Stéphanie. Leur accès aux informations médicales avait pris fin lorsqu'elles avaient transformé le pronostic de ma fille en une opportunité financière. À son réveil, Ivy a remarqué quelque chose sur mon visage. Est-ce qu'il s'est passé un truc? Tes constantes ne se sont pas aggravées, aujourd'hui. Elle a regardé le moniteur. Ça ressemble à une façon très prudente d'annoncer une bonne nouvelle. C'est toute la bonne nouvelle dont nous disposons pour le moment. Elle a accepté cette réalité plus facilement que moi. Après quelques minutes, elle m'a demandé si Caleb était au courant pour l'héritage. Il sait que son nom a été utilisé dans des affaires auxquelles il n'avait pas consenti. Est-ce qu'il aidait sa mère? Non. Ses épaules se sont détendues contre l'oreiller. Est-ce qu'il pourra quand même aller à l'université? Son père, et un avocat, protègent ceux qui restent et enquêtent sur ce qui s'est passé. Caleb aura des choix, même si ce ne seront pas ceux que sa mère lui avait promis. Ivy a fixé la couverture. Je ne veux juste pas qu'il pense que je lui ai pris quelque chose. Tu n'as rien pris du tout. Sa mère vous a volé tous les deux, de manière différente. Vers la fin de l'après-midi, Priya a transféré un message de Graham Pike. Il avait suspendu tout financement supplémentaire à Stéphanie, mais il avait toujours l'intention de documenter l'état de la propriété, tel qu'elle l'avait présenté dans son dossier de prêt. Son avocat avait pris des dispositions pour qu'une équipe d'inventaire se présente à Juniper Val, le matin du 21 avril. Ils avaient pour consigne de ne toucher à rien, et de rester à l'extérieur du portail, à moins que North Coast n'autorise l'accès. C'était ce même matin-là que Stéphanie avait réservé l'équipe de transport de la pépinière. C'était également le matin où ces déménageurs étaient censés vider la chambre d'Ivy. Le 7e jour n'était plus seulement une échéance médicale, c'était devenu le point de collision de 3 plans distincts, tissés autour d'une enfant que tout le monde, sauf moi, considérait déjà comme effacée. Dans l'après-midi du 20 avril, Priya a transformé la matinée suivante en un ensemble de règles simples, suffisamment claires pour qu'Amos puisse les suivre sans hésiter. Chaque entrepreneur qui arriverait à Juniper Val devrait présenter un bon de commande et signer le registre du portail. Aucun camion ne franchirait l'entrée de service sans l'approbation écrite d'Hélène Carvey. Rien de ce qui figurait sur la liste des actifs conservés ne pourrait quitter la propriété avant la clôture. Pas un plan mère, pas une boîte d'archives, pas une seule pièce d'équipement. Amos n'avait pas à discuter, à menacer, ou à encourager qui que ce soit à commettre une erreur. Son travail consistait à maintenir la frontière, pas à tendre un piège. Ma maison, quant à elle, nécessitait une limite distincte. Priya avait déjà envoyé à Judith et Stéphanie un avis écrit, confirmant que leur autorisation d'entrée était révoquée. J'avais changé les codes de la serrure électronique depuis l'hôpital, mais l'ancienne porte latérale utilisait toujours une clé métallique. Le serrurier ne pouvait pas remplacer ce cylindre avant le lendemain après-midi, et Judith ne m'avait jamais rendu le double que je lui avais confié des années auparavant. Si l'une d'elles utilise cette clé maintenant, ce n'est plus un malentendu familial, a précisé Priya. Vous avez révoqué leur consentement par écrit. Si elles entrent, Amos appelle la police, et il n'intervient pas seul. Je détestais l'idée que ma mère connaissait l'agencement de ma maison suffisamment bien pour exploiter une serrure non remplacée. Priya m'a rappelé que savoir où se trouvait une porte ne donnait pas à Judith le droit de l'ouvrir. Hélène a rejoint notre appel depuis North Coast,
et a confirmé que la notification de décès initial avait été enregistrée, conformément à la politique standard de l'entreprise en matière de surveillance des appels. L'appelante s'était identifiée comme Stéphanie Rowe. Elle avait déclaré qu'Ivy était morte des suites d'une longue maladie, et avait demandé que la réclamation de bénéficiaire conditionnel soit ouverte immédiatement, afin que la famille ne rate pas la date de clôture du 25 avril. Ma mère était intervenue dans la conversation avant la fin de l'appel. Hélène n'a pas diffusé l'enregistrement, mais elle a lu le résumé vérifié préparé par l'équipe antifraude. Judith avait décliné son identité complète, confirmé son lien de parenté avec Ivy, et affirmé que ma fille était décédée après un long et douloureux déclin. Elle avait ensuite demandé si le paiement final pouvait être réorienté sans retarder la transaction de Junipeval. J'ai observé Ivy dormir, à travers la paroi vitrée près du salon de consultation. Sa poitrine se soulevait de manière irrégulière sous la couverture, pendant que la voix enregistrée de ma mère, conservée dans un dossier d'entreprise, la décrivait comme morte. « Pouvons-nous leur envoyer l'enregistrement » ai-je demandé. « Non » a répondu Priya. « Nous le conservons. Nous ne l'utilisons pas pour provoquer des aveux, ou pour les effrayer au point qu'elles détruisent autre chose. » Elle avait raison, même si une part de moi voulait obliger Judith à écouter son propre mensonge, pendant que le moniteur d'Ivy bipait en fond sonore. L'objectif de Priya était de stopper la réclamation, de protéger la propriété, et de les laisser faire face aux conséquences de leur choix, telles qu'elle les avait fait. La vengeance aurait été plus satisfaisante à court terme, la retenue était plus difficile, mais bien plus utile. Hélène a confirmé que North Coast avait gelé la fausse réclamation, et y avait joint la preuve qu'Ivy était en vie. L'enregistrement, le dossier notarial, la demande de coursier et la réclamation électronique resteraient confidentielles, jusqu'à ce que le fiduciaire et le conseil juridique décident des prochaines étapes. Judith et Stéphanie ignoraient encore à quel point North Coast avait accumulé des preuves. Après l'appel, le docteur Shaw est entré dans la chambre d'Ivy, avec cette expression prudente que j'avais appris à ne pas confondre avec une célébration. Ivy était restée stable assez longtemps pour que l'équipe réduise l'un des médicaments soutenant sa tension artérielle. Elle était éveillée sur de plus longues périodes, et avait besoin d'un peu moins d'oxygène, mais son cœur restait extrêmement fragile. C'est une évolution dans la bonne direction, a dit le docteur Shaw. Mais ce n'est pas la fin du danger. Le 21 avril marquerait la date où le docteur Shaw avait craint que le corps d'Ivy ne puisse plus tenir. Pour la première fois, ses constantes suggéraient qu'elle pourrait y survivre. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, Ivy m'a demandé pourquoi je quittais sans cesse la pièce pour parler avec des avocats. J'avais essayé de la protéger en limitant ce qu'elle savait, mais ce silence avait commencé à ressembler étrangement à ce que j'avais fait pendant des années, chaque fois que Judith l'insultait avec juste assez de tact pour pouvoir le nier plus tard. Je me suis assise près de son lit, et je lui ai raconté la part de l'histoire qu'elle avait le droit de comprendre. Mamie et tante Stéphanie ont agi comme si tu n'étais plus en vie, ai-je commencé. Elles ont contacté les personnes qui gèrent la fiducie de Béatrice. Elles ont aussi fait des projets pour ta chambre, et pour Junipeval. Ivy n'a pas pleuré. Son visage s'est figé, comme lorsque Judith avait apporté ce satané carnet de dernière volonté. L'as-tu cru, a-t-elle demandé. Cru quoi? Que j'allais mourir. Ne serait-ce qu'une seconde. La réponse honnête m'effrayait plus que la réponse bienveillante. Oui, ai-je avoué. J'étais terrifié que ça puisse arriver. Mais avoir peur, ce n'est pas la même chose que de décider que tu es déjà parti. Elle s'est tournée vers la fenêtre. Elles l'ont décidé, elles. Ses doigts se sont crispés sur le bord de sa couverture. Peut-être qu'elles essayaient juste de ne rien gâcher. Cette phrase ressemblait à celle de ma mère, mais la honte qui la sous-tendait appartenait bel et bien à Ivy. J'en avais entendu des variantes, lorsqu'elle s'excusait d'avoir besoin de nouvelles chaussures, de rendez-vous médicaux, ou d'une chambre que personne d'autre ne pouvait utiliser. Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, ai-je dit. Quand mamie ou tante Stéphanie te faisait te sentir comme une intruse, je te demandais souvent de l'ignorer, parce que je voulais que tout le monde reste ensemble. J'ai fait de leur confort quelque chose de plus important que de dire la vérité sur ce qu'elles te faisaient subir. Tu disais qu'elles étaient de la vieille école. Je disais ça parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elles te faisaient du mal. Je suis désolé. Elle a scruté mon visage, comme si les excuses, tout comme les promesses, nécessitaient d'être mises à l'épreuve. Je pensais que, si je ne me plaignais pas, tu n'aurais pas à choisir. J'aurais dû choisir sans que tu aies à le demander. Ses yeux se sont alors remplis de larmes,
mais elle n'a pas détourné le regard. Je lui ai répété qu'elle n'avait pas besoin d'être plus discrète, moins coûteuse, plus arrangeante ou plus reconnaissante pour conserver une place dans ma vie. Personne qui n'exigeait d'elle qu'elle se fasse toute petite ne méritait d'être protégée des conséquences de sa perte. Elle est restée silencieuse un moment, avant de dire qu'elle ne voulait toujours pas que Caleb perde la chance d'aller à l'université à cause de ce que Stéphanie avait fait. « Tu as le droit de te soucier de lui », ai-je répondu. « Cela ne veut pas dire que tu dois réparer tout ce que sa mère a brisé. » Ivy a dégluti et a regardé nos mains. « Je ne veux pas qu'il perde son avenir. » Puis, elle a levé les yeux vers les miens, mais je ne suis pas obligé de perdre le mien en premier. Ces mots étaient assez simples pour une enfant de 12 ans, mais assez puissants pour transformer l'atmosphère de la pièce. Pour la première fois, la compassion d'Ivy ne se terminait pas par son propre effacement de l'équation. Pendant qu'elle se reposait, Amos a préparé Juniper Val pour la matinée. Il a vérifié les serrures de l'entrepôt, testé les caméras du portail, et comparé les rangées de plans mer avec l'inventaire qu'Hélène possédait déjà. Il a envoyé à North Coast une copie du modèle de registre du portail, et confirmé que le transporteur de la pépinière, l'équipe d'inventaire de Graham, et tout autre entrepreneur inattendu resterait à l'extérieur jusqu'à ce que leur autorisation soit vérifiée. Il n'a rien déplacé pour rendre la propriété suspecte. Il n'a caché aucun dossier, ni organisé de témoins. Il s'est assuré que l'endroit reste exactement comme la fiducie l'exigeait, car la vérité n'a pas besoin de mise en scène. À 20h36 ce soir-là, Judith m'a envoyé un message, « Stéphanie et moi allons aider à gérer les choses à la maison demain. Tu dois te concentrer sur l'hôpital. » Je n'ai pas répondu. Priya a ajouté le message au dossier de preuve. 1 heure plus tard, Amos m'a envoyé une séquence de la caméra du portail de Juniper Val. La voiture de Judith s'était arrêtée devant la propriété, juste assez longtemps pour que Stéphanie contourne le véhicule jusqu'à la portière passager. La vidéo n'avait pas de son utilisable, mais l'image était limpide, ma mère plaçait une clé métallique dans la paume de Stéphanie, et Stéphanie refermait ses doigts dessus. Amos a ignoré son appel suivant, sur les instructions de Priya. Stéphanie a donc laissé un message vocal. Sa voix était calme, presque enjouée, « D'ici demain soir, les affaires de Caleb seront dans cette chambre, et cette famille pourra enfin aller de l'avant. » J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai transféré à Priya, sans répondre. Ma sœur croyait qu'une chambre vide suffirait à rendre son mensonge réel. Elle n'avait aucune idée que l'enfant qu'elle essayait d'effacer venait tout juste de décider de s'accrocher à son avenir. Le 21 avril, à 8h04, le docteur Shaw se tenait près du lit d'Ivy, observant la courbe de la nuit sur le moniteur, lorsqu'Amos a appelé depuis le portail de Juniper Val. « Il y a 3 véhicules à l'extérieur », a-t-il annoncé. La voiture de Judith, une camionnette blanche de Pike à cette vérification, et le camion de transport de pépinière que Stéphanie a réservé. Avant que je puisse répondre, une autre notification est apparue, provenant de la caméra de ma maison. Un camion de déménagement s'était arrêté sur le trottoir. Le 7e jour était arrivé, exactement comme Stéphanie l'avait planifié, même si Ivy respirait encore à mes côtés. Le docteur Shaw m'a touché l'épaule, et m'a dit de prendre l'appel. Je ne suis allé que jusqu'à la paroi vitrée, à l'extérieur de la chambre d'Ivy. À travers la vitre, je pouvais voir une infirmière ajuster la couverture sur ses jambes. « Suis les instructions de Priya », ai-je dit à Amos. « Ne laisse personne déplacer quoi que ce soit. » J'ai fermé le portail. Tout le monde est en train de s'inscrire. Amos a demandé à chaque conducteur une pièce d'identité, a noté les plaques d'immatriculation et l'heure d'arrivée, puis a récupéré des copies de leurs bons de commande. Il ne leur a pas demandé pourquoi ils étaient venus, il a laissé leurs propres documents parler pour eux. Le transporteur de la pépinière de Stéphanie avait reçu l'instruction de retirer une sélection de plans mer, de dossiers de sélection, et d'équipements de serre, après une transition de bénéficiaires. L'évaluateur de Graham Pike portait une liste d'actifs, copiée du dossier de prêt de Stéphanie. Les déménageurs de ma maison, eux, avaient l'ordre de vider la chambre d'Ivy, et de placer son contenu dans un garde-meuble. Judith et Stéphanie se sont approchés du portail ensemble. Amos m'a appelé une nouvelle fois avant de leur adresser la parole, car Stéphanie tenait un accusé de réception de réclamation de North Coast, comme s'il s'agissait d'un acte de propriété. Je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone d'Amos, ma nièce est décédée après une longue maladie. Ma mère et moi sommes les bénéficiaires conditionnels. Nous prenons le contrôle pour que la clôture de la vente ne soit pas retardée. Le registre du portail comprenait une ligne de routine, intitulée Motif de la visite.
Stéphanie a pris le stylo, et a écrit « Transition de bénéficiaire-successeur, suite au décès d'Ivy Whittaker ». Ma main s'est crispée sur le téléphone. Ivy avait ouvert les yeux, dans la chambre. Elle pouvait me voir à travers la vitre, mais elle ne pouvait pas entendre sa tante annoncer sa mort à des étrangers. La voix de Judith a suivi, plus douce et plus répétée, Rebecca est dévastée. Nous essayons de lui épargner la gestion des questions pratiques. Amos a répondu, sans élever la voix, le chagrin ne transfère pas la propriété, madame. Le fait d'être apparenté au propriétaire non plus. Stéphanie lui a alors rétorqué que l'accusé de réception prouvait que North Coast avait accepté leur réclamation. Amos a lu le document, et a fait remarquer qu'il ne faisait que confirmer la réception du dossier. Il ne disait en aucun cas que la réclamation avait été approuvée, que le paiement final avait été débloqué, ni que quiconque avait obtenu une quelconque autorité sur les biens de la fiducie. L'évaluateur a demandé à examiner le stock de plans mères et les registres de variétés, afin que Graham puisse vérifier les actifs que Stéphanie avait listés dans son dossier de prêt. Amos a mis Hélène Carvey sur haut-parleur. Hélène s'est identifiée comme la responsable de North Coast supervisant la fiducie, et a déclaré à l'évaluateur que Stéphanie n'avait aucun droit de propriété sur les actifs conservés par Juniper. Aucun prêteur, créancier, demandeur ou bénéficiaire conditionnel n'avait l'autorisation d'inspecter ou d'évaluer la propriété pour un prêt personnel. L'évaluateur s'est immédiatement arrêté. Il a remis à Amos une copie de son ordre de travail, et est resté à l'extérieur du portail pendant qu'il appelait l'avocat de Graham. Plus tard, Priam a transféré l'email confirmant que Graham avait suspendu toute activité liée à la pépinière. Je ne sais pas ce qu'il a pensé en apprenant que Stéphanie avait fait de fausses déclarations sur la propriété, et je n'avais pas besoin de l'imaginer. Son retrait écrit suffisait amplement. Lorsque Stéphanie a réalisé que le portail de la pépinière ne s'ouvrirait pas, elle s'est tournée vers ma maison. Amos m'a appelé tout en la suivant à distance dans son propre pick-up. Les déménageurs s'y dirigent aussi. J'ai prévenu la police que des personnes dont l'accès a été révoqué pourraient tenter d'entrer. N'y va pas seul. Je n'irai pas. Le docteur Chan a franchi la porte de la salle de consultation au moment où je raccrochais. Son visage reflétait de la prudence, mais plus cette terreur contenue que j'avais vue toute la semaine. La fonction cardiaque d'Ivy s'est suffisamment améliorée pour que nous puissions réduire un autre médicament d'assistance, a-t-elle annoncé. Ses marqueurs inflammatoires sont également en baisse. Est-elle hors de danger? Elle est hors du déclin immédiat que nous redoutions il y a 7 jours. Ce n'est pas la même chose qu'être guéri. Son cœur est toujours blessé, et les prochaines semaines seront cruciales. J'ai regardé Ivy à travers la vitre. Pour la première fois cette semaine-là, la direction avait changé. Je suis retourné au chevet d'Ivy. Elle était trop faible pour s'asseoir, mais ses yeux m'ont suivi. C'était une bonne nouvelle, a-t-elle demandé. C'est une bonne nouvelle prudente. C'est quand même ma préférée. J'ai souri, mais mon téléphone s'est remis à vibrer avant que je puisse répondre. La caméra extérieure montrait Stéphanie en train d'utiliser la clé métallique que Judith lui avait donnée. Les deux femmes avaient reçu un avis écrit leur signifiant qu'elles n'avaient plus le droit d'entrer, mais Stéphanie a quand même déverrouillé la porte latérale. Les déménageurs sont d'abord restés dehors, leur ordre de mission stipulait que le propriétaire avait approuvé l'accès et que la chambre avait été vidée. Amos est arrivé avant qu'il ne porte les premiers cartons à l'intérieur. Je ne connais la suite que par ce qu'Amos m'a raconté plus tard, ainsi que par les registres du portail et des caméras, les déclarations écrites des déménageurs, et le rapport de police. Je n'ai pas assisté à la scène, et je ne prétendrai pas l'avoir vue. Amos a déclaré à l'équipe que je n'avais pas autorisé ce travail. Le superviseur a arrêté ses hommes, et a demandé à Stéphanie de me contacter directement. Stéphanie a refusé. Elle a affirmé que j'étais émotionnellement trop instable pour parler, et a ordonné aux déménageurs de continuer. Amos s'est interposé entre l'entrée et le premier carton vide. Il n'a touché personne. Il leur a simplement dit que la maison était ma propriété privée, que l'autorisation avait été révoquée par écrit, et qu'aucun objet ne pouvait être retiré sans mon consentement direct. Judith est intervenue, arguant qu'elle était ma mère et qu'elle possédait une clé depuis des années. Amos a rétorqué qu'une vieille clé n'équivalait pas à une autorisation en cours de validité. Stéphanie est montée à l'étage, et a essayé d'ouvrir la porte de la chambre d'Ivy. Elle était verrouillée. Elle a exigé que les déménageurs la forcent ou en retirent les gonds. Le superviseur a refusé. Stéphanie a pointé la porte du doigt et a hurlé « Cette chambre n'a plus de propriétaire.
C'est à ce moment-là qu'Amos a appelé la police. Pas à cause du litige d'héritage, mais parce que deux personnes s'étaient introduites dans un domicile privé après une révocation écrite, et refusaient de partir. Les policiers n'ont arrêté personne sur le champ. Ils ont séparé les parties, ont eu confirmation par Priya que j'étais bien la propriétaire, ont examiné l'avis écrit, et ont stoppé tout mouvement de biens. Ils ont récupéré des copies de l'ordre de travail, et ont photographié la vieille clé. Judith et Stéphanie ont été escortés à l'extérieur, tandis que les déménageurs ne sont repartis qu'avec les cartons vides qu'ils avaient apportés. Rien n'a été touché dans la chambre d'Ivy. Judith m'a appelé avant même que les policiers n'aient terminé leur rapport. Sa voix tremblait de fureur. Tu laisses un jardinier appeler la police pour ta propre mère? Ils nous ont humiliés devant des inconnus. J'ai regardé Ivy, qui s'était de nouveau endormie, avec plus de couleur sur le visage que la veille. Vous avez dit à des inconnus que ma fille était morte pour pouvoir vider sa chambre, ai-je répondu. N'appelle pas ce qui t'arrive de l'humiliation. Judith a commencé à dire que Stéphanie s'était seulement préparée, mais j'ai mis fin à l'appel. Je n'avais pas besoin d'entendre une énième version d'un mensonge déjà figé dans des formulaires, des enregistrements, des ordres de travail, et dans les propres mots qu'elles avaient prononcés au portail. Quand Ivy s'est réveillée plus tard, je ne lui ai dit que l'essentiel, Juniper Val était sécurisé, sa chambre était verrouillée, et personne n'avait rien emporté. Est-ce qu'Amos les a arrêtés, a-t-elle demandé. Il a gardé le portail, jusqu'à ce que les personnes ayant l'autorité légale puissent faire leur travail. Elle a refermé les yeux. Dis-lui merci. L'après-midi même, Hélène a envoyé l'avis formel. North Coast a clos la fausse demande de décès, car Ivy était en vie et le décès signalé était un mensonge. L'avis précisait soigneusement que les droits conditionnels de Judith et Stéphanie n'expireraient techniquement que si Ivy restait en vie à 17h le 25 avril. L'argent n'avait jamais quitté la fiducie, mais la demande signée, l'appel enregistré, et les preuves rassemblées ce matin-là avaient d'ores et déjà échappé au contrôle de ma mère et de ma sœur. Le service juridique de North Coast avait transmis le dossier aux autorités compétentes pour examen. Le 25 avril, à 17h, Ivy était en vie. Elle était toujours dans l'unité de cardiologie, toujours faible, et toujours dépendante de ses médicaments, mais elle avait survécu à la date fatidique inscrite dans la fiducie de Béatrice. North Coast a reçu la dernière tranche de la vente de Juniper Val, et a transféré le 1,8 million d'euros dans la sous-fiducie protégée, créée pour Ivy. Les intérêts conditionnels de Judith et Stéphanie ont expiré à cet instant précis. Il n'y a eu aucun appel à l'émotion, aucun vote familial, et aucune possibilité d'argumenter qu'elles espéraient une issue différente. La condition avait été simple, Ivy devait être en vie à 17h. Et elle l'était. 3 semaines plus tard, North Coast a organisé une conférence confidentielle de résolution de réclamation, Ivy étant devenue suffisamment stable pour que je puisse quitter l'hôpital pendant quelques heures. Priya était assise à côté de moi, à l'une des extrémités d'une table de conférence, dans le bureau régional de North Coast. Hélène Carvey s'est jointe à nous, accompagnée de 2 membres du service juridique de la fiducie. Judith et Stéphanie avaient chacune leur propre avocat. Marc était présent avec l'avocat chargé de sa séparation financière, et du compte de garde de Caleb. Amos était assis près de la porte, avec un dossier contenant les originaux des registres du portail. Il n'était pas venu pour accuser qui que ce soit, Hélène avait seulement besoin qu'il confirme les dates, les signatures, les livraisons, et les bons de commande qu'il avait personnellement reçus. Priya a articulé la conférence autour de 3 questions. La première était, qui avait déclaré Ivy morte? Hélène a affiché la réclamation du 14 avril, le certificat du notaire en ligne, les registres d'identification, et la vidéo de la session sauvegardée. L'avocat de Stéphanie a protesté lorsqu'Hélène a qualifié le document de déclaration, sous serment, mais le formulaire lui-même stipulait que les 2 signataires avaient affirmé ces informations sous peine de parjure. Ensuite, Hélène a diffusé une partie suffisante de l'appel enregistré, pour que l'on entende la voix de Stéphanie déclarer Ivy décédée, et celle de Judith le confirmer. Ma mère fixait la table, pendant que ses propres mots résonnaient dans la pièce. La deuxième question était, pourquoi avait-elle besoin que cette réclamation devienne réalité? Le mémorandum de prêt de Graham Pike démontrait que Stéphanie avait promis un remboursement sur 900 000 euros, qu'elle qualifiait de « revenu d'héritage acquis ». L'avocat de Marc a posé à côté la comptabilité du compte UTMA. Les relevés montraient des fonds transférés du compte de Caleb vers l'entreprise de Stéphanie, le paiement de ses dettes personnelles, ainsi qu'un « pont familial » qui avait transité par le compte de Judith.
La troisième question était, qu'avait-elle fait avant même d'avoir le moindre droit? Amos a confirmé les détails de suivi du colis du coursier, les ordres de travail, et les registres du portail qu'il avait personnellement géré. Une équipe avait été envoyée sur une propriété de la fiducie que Stéphanie ne possédait pas. Une autre avait été envoyée pour vider la chambre d'Ivy. Le rapport de police établissait que Judith et Stéphanie s'étaient introduites chez moi après que leur autorisation ait été révoquée. Chaque réponse provenait d'une source différente, mais mise bout à bout, elle ne laissait presque plus de place pour une explication innocente. Stéphanie s'est penchée sur la table. Le médecin a dit que l'enfant en avait pour une semaine. Le docteur Shaw avait toujours appelé Ivy, ma fille, chaque fois qu'elle entrait dans la chambre. Stéphanie choisissait encore le mot, l'enfant, quand elle ressentait le besoin de mettre de la distance. Elle a dit qu'Ivy pourrait n'avoir qu'une semaine, si rien ne changeait, ai-je rétorqué. Elle ne vous a certainement pas autorisé à la déclarer morte. Je me préparais à ce que tout le monde savait inévitable. Tu as emprunté de l'argent bien avant son pronostic. Son visage s'est crispé. Stéphanie s'est tournée vers Marc, tout ce que j'ai fait, c'était pour Caleb. Son avenir disparaissait, et il y avait cet argent qui dormait là, un argent qu'Ivy n'aurait peut-être jamais utilisé. L'avocat de Marc a posé la comptabilité de l'UTMA sur la table. Ce compte appartenait à Caleb. Stéphanie en était la gardienne, pas la propriétaire. Les relevés montraient les transferts vers son entreprise, sa carte de crédit personnel, des arriérés d'impôts, et un prêt automobile. Plus de 20 000 € avaient transité par le compte de Judith avant d'arriver à Stéphanie. La déclaration signée de Caleb ne faisait qu'une page. Il y affirmait qu'il n'avait jamais autorisé l'utilisation de son nom, ou des actifs de son compte de garde, dans le prêt de Graham Pike. Il n'était pas au courant de la fausse déclaration de décès, et ne consentait pas à recevoir l'argent destiné à Ivy. Il n'était pas présent dans la pièce, Marc l'avait protégé pour lui éviter de prendre part à une confrontation provoquée par des adultes. Stéphanie a lu la déclaration 2 fois. J'essayais de sauver ses projets d'université, s'est-elle justifiée. Marc l'a regardé avec un épuisement qui avait depuis longtemps remplacé sa colère. Tu ne les as pas sauvés. Tu as juste caché ce que tu avais déjà détruit. Judith a finalement pris la parole, Béatrice était très émotive quand elle a modifié la fiducie. Ivy ne pourra peut-être jamais utiliser tout cet argent. Stéphanie a un fils en bonne santé, capable, qui se prépare pour l'université. C'était là, à nouveau. Le calcul macabre caché sous chaque phrase douce. Tu ne voyais pas une enfant mourante, lui ai-je asséné. Tu voyais une condition dans un trust, qui pourrait bientôt être déclenchée. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. J'ai vu une fille sur le point de tout perdre. Tu avais 2 filles dans cet hôpital. L'une d'elles regardait son enfant se battre pour sa vie, pendant que l'autre attendait d'hériter de sa mort. Judith s'est mise à pleurer. Elle a sangloté qu'elle avait eu peur que Stéphanie perde son entreprise, son mariage, et le respect de Caleb. Elle a déclaré que les familles prenaient des décisions impossibles quand elles étaient désespérées. Priya n'a pas argumenté avec elle. Le désespoir pouvait expliquer pourquoi quelqu'un franchissait une limite, mais il n'effaçait ni la limite, ni les actes commis par la suite. Hélène a confirmé les conséquences pour la fiducie, la fausse réclamation était close, les droits conditionnels avaient expiré, et les 1,8 million € avaient été versés dans la sous-fiducie protégée d'Ivy, conformément aux volontés de Béatrice. North Coast allait demander au tribunal que les frais raisonnables engendrés par cette fausse réclamation soient imputés à Judith et Stéphanie, selon la clause relative au coût de la fiducie. Hélène a bien précisé que ce serait le tribunal, et non North Coast, qui déciderait si Judith et Stéphanie devaient rembourser ces frais. L'appel enregistré, la réclamation sous serment, et les documents connexes avaient été transmis aux autorités compétentes pour enquête. L'effraction dans ma maison, et la tentative de saisie des biens, relevaient d'une affaire distincte. Personne n'a promis une arrestation, une condamnation, ou une peine de prison ce jour-là. Graham avait déclaré Stéphanie en défaut de paiement, et avait intenté une action au civil pour fausse déclaration dans sa demande de prêt. L'avocat de Marc avait obtenu une ordonnance restrictive financière temporaire dans le cadre de la séparation, empêchant Stéphanie de déplacer d'autres actifs matrimoniaux pendant que le tribunal examinait les comptes. La société de courtage avait ouvert une procédure officielle de reddition des comptes sur les fonds UTMA de Caleb, et Marc réclamait une restitution en son nom. L'entreprise de Stéphanie ne s'était pas volatilisée du jour au lendemain, mais elle perdait ses clients au fur et à mesure que les plaintes civiles devenaient publiques, et que les familles commençaient à demander des remboursements.
Le business qu'elle avait bâti en promettant de protéger l'avenir des enfants, était maintenant sommé d'expliquer ce qu'elle avait fait de l'argent de 2 d'entre eux. L'association caritative de Judith l'avait suspendu temporairement, en attendant les résultats d'une enquête interne. Le conseil d'administration n'avait pas encore rendu de décision finale, mais elle ne les représentait plus lors des réunions, ou des événements de levée de fonds. Aucune de ces conséquences ne découlait d'une publication que j'aurais écrite, ou d'une campagne que j'aurais lancée. Elle découlait des formulaires que Judith et Stéphanie avaient signés, des appels qu'elles avaient passés, de l'argent que Stéphanie avait déplacé, et des portes qu'elles avaient choisi de forcer. Après la réunion, Judith m'a suivi dans le couloir. « Rebecca, s'il te plaît. J'avais peur que notre famille perde tout. » J'ai jeté un regard vers la porte fermée de la salle de conférence. « Tu as décidé qu'Ivy ne faisait pas partie de la famille, jusqu'à ce que sa mort puisse vous rapporter de l'argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as fait. Je suis parti sans lui offrir le pardon, sans lui promettre une future conversation, et sans fixer de conditions qu'elle pourrait remplir pour regagner sa place. La convalescence d'Ivy n'était pas une salle d'attente, où ma mère pourrait patienter jusqu'à ce que je sois assez fatigué pour la laisser revenir. Quand je suis retourné à l'hôpital, un physiothérapeute aidait Ivy à s'asseoir au bord du lit. Ses bras tremblaient sous l'effort, et le thérapeute gardait une main près de son épaule, sans faire le travail à sa place. Mon téléphone a vibré. Judith m'avait envoyé un dernier message, j'essayais de sauver l'enfant qui avait encore un avenir. J'ai regardé Ivy, respirant difficilement, alors qu'elle réussissait à se tenir droite 5 secondes de plus que ce qu'elle avait accompli le matin même. Puis, j'ai supprimé le message sans répondre. 5 mois après que ma mère ait commencé le compte à rebours de la mort d'Ivy, ma fille se tenait au milieu de sa chambre, et sortait le vieux sac de voyage de sous son lit. Elle était plus maigre qu'avant l'hôpital, et les médicaments la laissaient souvent fatiguée dès le début de l'après-midi. Elle suivait toujours une rééducation cardiaque 2 fois par semaine, voyait le docteur Shaw régulièrement, et accomplissait la majeure partie de son travail scolaire depuis la maison. Monter les escaliers exigeait une pause sur le palier, mais elle les montait sans que personne ne la porte. Ce sac était resté fait à travers toutes ces familles d'accueil avant nous. Même après que Thomas et moi l'ayons adopté, Ivy le gardait sous son lit, avec 2 chemises, des chaussettes, une brosse à dents, et le petit carnet contenant toutes les adresses où elle avait vécu. Elle en a ouvert la fermeture éclair, et a commencé à en sortir les vêtements. « Est-ce que ça te va encore ?» lui ai-je demandé. « Plus vraiment. » Elle les a quand même pliés, puis a posé le sac vide près de la porte de la chambre. « Je ne veux plus la voir sous mon lit », a-t-elle déclaré. Je ne lui ai pas dit tout ce que ce moment signifiait pour moi. Elle n'avait pas besoin que je le transforme en grand discours. J'ai porté le sac jusqu'au placard de rangement, je l'ai placé sur l'étagère la plus haute, et j'ai laissé la porte déverrouillée, au cas où elle voudrait le revoir un jour. Rien d'autre dans sa chambre n'avait bougé. Les cartons que Stéphanie avait commandés pour Caleb avaient été renvoyés au fournisseur. L'entreprise de déménagement avait annulé sa facture, après avoir reçu le rapport de police et mon refus formel de leur intervention. Les livres d'Ivy trônaient sur les mêmes étagères, la photo de Thomas reposait toujours à côté de sa lampe. Même le crayon qu'elle avait laissé sur son bureau avant l'arrivée de l'ambulance, était resté à l'endroit exact où Amos l'avait trouvé. Cet après-midi-là, j'ai conduit Ivy à Juniper-Val pour la première fois depuis son retour à la maison. La vente avait été conclue des mois plus tôt. Le groupe de conservation gérait désormais les serres principales et les bâtiments de bouturage, tandis qu'une section plus petite de la propriété avait été préservée, en vertu de l'accord de Béatrice. Son ancien bureau se trouvait toujours à côté du jardin de démonstration, et plusieurs des plans mères qu'elle avait protégés continuaient de croître sous les soins du nouveau personnel. Amos y travaillait 3 jours par semaine pendant la transition. Nous l'avons trouvé en train de vérifier les vannes d'irrigation près du portail de service, coiffé de la même casquette délavée qu'il portait depuis des années. Ivy a marché lentement vers lui. Amos a remarqué la façon dont elle mesurait chaque pas, mais il ne s'est pas précipité pour la soutenir. Il a attendu qu'elle atteigne le banc près du portail, puis s'est assis avec elle, comme si aucun d'eux n'avait d'autre endroit où aller. « Maman m'a dit ce que tu as fait », a commencé Ivy. Amos m'a lancé un regard en coin. « Ta mère a la fâcheuse habitude de faire passer un travail ordinaire pour quelque chose de dramatique. Tu les as empêchés d'entrer. J'ai suivi la liste d'inventaire, j'ai vérifié les papiers, et j'ai laissé le portail fermé quand les papiers étaient faux. Tu as gardé ma chambre, aussi. C'était un autre portail. » Ivy a souri.
Merci quand même. Amos a regardé vers les serres. Les gens pensent que protéger quelque chose, ça veut toujours dire se tenir physiquement devant. La plupart du temps, ça ressemble plutôt à noter la bonne plaque d'immatriculation, à conserver un reçu, ou à refuser de perdre une clé. Ivy a réfléchi à ça. Béatrice aurait adoré cette réponse. Elle aurait d'abord corrigé ma grammaire. Le rire qui s'est échappé d'Ivy était discret, mais il lui ressemblait plus que tout ce que j'avais entendu depuis l'hôpital. Nous nous sommes promenés dans la section préservée, à son rythme. La pépinière n'appartenait plus à notre famille, mais le travail de Béatrice n'avait pas disparu. Les étiquettes qu'Ivy avait aidé à remplacer lorsqu'elle était enfant, étaient toujours attachées à plusieurs lits de bouturage. L'endroit continuait de vivre, sans avoir besoin que Judith ou Stéphanie le contrôlent. La sous-fiducie protégée contribuait déjà à financer les services de rééducation que l'assurance ne couvrait pas entièrement, et accompagnait le retour d'Ivy à l'école. Cela lui offrait des choix, sans transformer l'héritage en une preuve de sa valeur. Béatrice avait choisi Ivy bien avant la vente, bien avant la fiducie, et bien avant le paiement final. L'héritage ne faisait qu'enregistrer cette relation, il ne l'avait pas créée. À notre retour à la maison, la voiture de Marc nous attendait sur le trottoir. Caleb est entré, emportant un tube en carton étroit. Stéphanie n'était pas avec eux. À ce stade, Marc avait le contrôle temporaire de ce qui restait du compte de garde de Caleb, pendant que le tribunal enquêtait sur les fonds disparus. L'entreprise de Stéphanie avait fermé ses portes, après des mois de contrats annulés, de demandes de remboursement, de frais de justice, et de clients qui ne lui confiaient plus l'avenir de leurs enfants. L'affaire civile de Graham Pike était toujours en cours. Le prêt relais était en défaut de paiement, et Stéphanie faisait face à une demande distincte de reddition de comptes et de restitution, concernant les retraits UTMA. Aucun juge n'avait mis fin à tous ces litiges par une décision dramatique et spectaculaire. Les conséquences prenaient la forme de dates limites, de dépositions, de factures, et de faits qu'elle ne pouvait plus dissimuler. L'association caritative de Judith avait terminé son enquête, et l'avait exclue de son conseil d'administration. Elle n'était plus autorisée à contacter Ivy directement, toute lettre devait d'abord passer par Priya. Elle en avait envoyé 3. Je les avais lus, et rangés avec les dossiers juridiques. Chacune exprimait des regrets, mais aucune n'admettait clairement qu'elle avait souhaité que la mort d'Ivy survienne avant le 25 avril. Je n'avais pas répondu. Je ne m'étais pas promis de lui pardonner plus tard. La guérison n'était pas un calendrier que quelqu'un d'autre pouvait dicter à ma place. Caleb a tendu le tube en carton à Ivy. À l'intérieur, se trouvait une copie du croquis de la chambre, que Stéphanie avait donné à l'entreprise de déménagement. Il montrait les meubles d'Ivy retirés, et un nouveau bureau placé sous sa fenêtre. Le nom de Caleb avait été inscrit tout en haut. C'est apparu dans les documents que ma mère a dû fournir, lors de l'audit du compte UTMA, a-t-il expliqué. J'ai pensé que c'était à toi de décider si tu voulais le garder, ou le jeter. Ivy a étudié le dessin sans le déplier complètement. Est-ce que tu savais pour cette chambre? Non. Ma mère m'a dit que tu avais proposé de me laisser rester ici, si j'allais à Brackenridge State. Je n'ai pas fait ça. Je le sais, maintenant. Il s'est assis sur la chaise près de son bureau. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'était 5 mois auparavant. À moins qu'il n'ait simplement cessé de faire confiance aux adultes pour lui épargner les vérités difficiles. Je postule dans 2 universités publiques, plus près de chez mon père, a-t-il poursuivi. Je peux faire le trajet la première année. Il me reste un peu d'argent, et je cherche des bourses et des petits boulots sur le campus. Tu ne devrais pas avoir à tout réparer tout seul, a répondu Ivy. Je ne suis pas seul. Papa m'aide. Son avocat m'aide. Je voulais juste que tu saches que je n'attends pas après ta fiducie. Ivy a roulé le dessin, et l'a remis dans le tube. Tu ne leur as jamais demandé de faire ça. Non. Alors tu ne me dois aucune excuse pour ce qu'elles ont fait. Caleb a paru soulagé. Mais Ivy ne lui a pas offert d'argent, ni promis de renflouer le compte que Stéphanie avait vidé. Elle lui a offert quelque chose de bien plus honnête, elle l'a dissocié des choix de sa mère, sans pour autant prendre la responsabilité de les réparer à sa place. Après le départ de Marc et Caleb, la conseillère d'orientation d'Ivy nous a rejointes par appel vidéo. Elle avait préparé un plan de retour pour le semestre suivant, avec des journées raccourcies, un accès à l'ascenseur, des temps de repos, des instructions d'urgence, et l'autorisation de terminer certains devoirs depuis la maison. Le formulaire listait également les choix de cours d'Ivy.
La conseillère a suggéré les sciences générales, en raison du temps qu'Ivy avait manqué. Ivy a demandé si elle pouvait plutôt suivre les sciences de l'environnement. Elle a également choisi un cours d'introduction au design spatial, qui portait sur l'aménagement des pièces, des espaces publics et de l'accessibilité. Ça risque d'être un programme exigeant, a prévenu la conseillère. Je sais. Nous pourrons revoir ça après le premier mois. C'est d'accord. La conseillère est passée à la dernière page. 2 lignes attendaient au bas de la feuille, l'une marquée signature du parent ou du tuteur, et l'autre signature de l'élève. J'ai signé sur la première ligne, puis j'ai gardé le stylo un instant. Pendant 7 jours, ma mère et ma sœur avaient discuté de l'avenir d'Ivy comme s'il s'agissait d'une propriété en attente d'un nom disponible. Elle l'avait déclarée morte, avait divisé son héritage, planifié le vol de sa chambre, et promis sa place à quelqu'un d'autre. J'ai tourné le stylo, et je l'ai offert à ma fille. La ligne suivante est pour toi, lui ai-je dit. Tu as entendu les options. C'est à toi de choisir. Ivy a relu le plan une dernière fois. Sa main tremblait encore légèrement, à cause des mois de traitement, alors elle a appuyé son poignet contre le bureau. Avant d'écrire sur la ligne marquée signature de l'élève, elle a tracé, en lettres bleues et appliquées, Ivy Whittaker. Elles avaient fait le compte à rebours jusqu'au jour où son avenir leur appartiendrait. Ivy a signé son nom, et cet avenir lui appartenait.